Vous êtes bien Stuart Yvon Marcel Gilbert, né à Mons en 1945 et habitant à Mons. C'est exact, Monsieur le Président. Monsieur Stuart, je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur le fait que l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait ultérieurement être utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Merci, Monsieur Stuart. Première question que voudrait vous poser la Commission. Pouvez-vous, avec précision, nous indiquer la procédure légale à suivre en matière de libération conditionnelle? Plus particulièrement, nous souhaitons savoir quels sont, au terme de la loi du 31 mars 1888, les avis légalement requis. J'ai préparé, Monsieur le Président, une petite intervention. J'ai justement inscrit ce que vous m'avez demandé comme question. Je me permettrai donc de lire ça sous forme d'introduction, si vous le permettez. Absolument. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les commissaires, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est que la commission administrative de la prison de Mons n'est pas contente. Elle n'est pas contente, en effet, du peu de considération que Monsieur le juge Chouatelet a manifesté à l'égard de l'avis négatif qu'elle avait émis à propos de la libération conditionnelle de Marc Dutroux en 1992. En outre, la commission administrative de la prison de Mons est surprise de la façon dont les avis ont été comptabilisés par M. Chouatelet pour justifier la mise en liberté de Marc Dutroux. Pas content, disais-je, puisque M. Chouatelet affirme ne pas connaître les statistiques pour la prison de Mons. Je peux les lui donner. Sur 68 dossiers traités en 1992, 36 ont connu une issue favorable, soit 53% de cas favorables. 32 ont débouché sur un avis négatif, soit 47% d'avis défavorables. Vous pouvez donc voir, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les commissaires, que nos décisions ne sont pas univoques. Il n'est pas normal de trancher sur un cas aussi lourd, puis de se présenter devant la commission parlementaire en ne sachant pas si la commission administrative de la prison de Mons est une commission obsolète ou compétente. Je me permets d'ajouter qu'en 1992, 3 avis favorables de la commission administrative de Mons à la libération de détenus ont été refusés par M. Chouatelet. Dans le cas de Marc Dutroux, c'est le contraire qu'il s'est passé. Venons-en, si vous le voulez bien, au 5 mars 1992, et je vais répondre comme ça, Monsieur le Président, à votre question. Jour de l'examen du cas de Marc Dutroux par la commission administrative de la prison de Mons. Nous examinons le dossier qui contient les faits, les divers rapports et les enquêtes sociales. Les faits sont d'une extrême gravité. 5 agressions sexuelles, 4 dont les victimes sont des adolescentes, une dont la victime est une dame âgée. À cette époque, Monsieur le Président, je dois vous préciser que lors de nos réunions, nous avions décidé par esprit de cohérence de
être particulièrement sévère dans ces cas extrêmes d'attaque sur les jeunes enfants et sur les personnes âgées. Je suis enseignant à la direction d'un établissement scolaire en tant que chef de travaux et vous concevez bien que pour moi, ces agressions représentent une corde sensible. Dans le dossier figure également le profil de Marc Dutroux, rédigé par monsieur le directeur adjoint Leblond, qui emploie la formule de psychopathe pervers. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les commissaires, l'association de ces deux mots constitue à nos yeux un mélange détonnant, un danger évident pour la société que nous représentons. Il y a également le rapport de l'UOT, Unité d'observation et de traitement, invoqué par M. Watley. Malheureusement, en 1992, nous ne recevons pas de l'UOT ce type de rapport, mais plutôt un rapport de type anthropométrique, car l'UOT n'a réellement été concrétisé que grâce à la circulaire du 12 juillet 1994. On ne peut donc pas, et ça me paraît important, calquer a posteriori la situation actuelle de l'UOT sur celle embryonnaire de 1992. Le 5 mars 1992, en même temps que le parquet, et là voilà maintenant l'ordinogramme, si vous voulez, du cheminement du dossier, le 5 mars 1992, en même temps que le parquet, nous recevons le dossier de Marc Dutroux. Dossier venant de la conférence du personnel. Celle-ci a émis un avis positif. La conférence du personnel, elle, est composée du directeur de la prison, des directeurs adjoints, de l'assistant social attaché à la prison, des membres, j'insiste, de l'UOT, du chef surveillant, des ministres du culte, des conseillers moraux. Ça, c'est notre première case. Cette conférence du personnel remet un avis. Et cet avis est envoyé simultanément au parquet, d'une part, et à la commission administrative, d'autre part. La commission administrative, elle, est composée des membres de droit, que sont le procureur et le bourgmestre, des membres bénévoles, ayant manifesté un intérêt particulier pour les détenus et leurs familles, et pour les personnes les plus démunies. Ces membres bénévoles représentent, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les commissaires, l'avis de la société civile. L'avis de la commission administrative est transmis, donc, conférence du personnel, parquet, commission administrative, transmission vers l'administration centrale. Celle-ci vérifie les conditions formelles d'application de la loi, opère la synthèse de divers avis obligatoirement, j'insiste, joints à la proposition faite par la prison, conférence du personnel. La proposition formulée par l'administration centrale est ensuite transmise au ministre. Nous revenons donc, Monsieur le Président, à Marc Dutroux, le matin du 5 mars. Il est devant nous. Contrairement aux autres détenus, il n'essaie pas de nous convaincre du bien fondé d'une éventuelle libération conditionnelle. Il ne nous parle ni de sa famille, ni d'un point de chute possible pour lui, ni de reconversion possible, mais il se plaint de tout et se pose en victime. Par exemple, on vient encore de lui voler sa carte de téléphone. Ça m'est resté, il faut savoir que Marc, je n'ai plus eu accès au dossier par déontologie, et ça m'est resté gravé dans la mémoire de voir les petits détails anodins par rapport à ce qu'il avait fait. L'après-midi, après avoir débattu du dossier en réunion plénière, les 7 membres de la commission votent et s'opposent par 6 voix contre 1 à la libération conditionnelle de Marc Dutroux, jugeant, Monsieur le Président, le dossier prématuré. Formule par laquelle la commission administrative estime que Marc Dutroux n'a pas progressé sur le chemin de l'amendement.
Quant à notre surprise, Monsieur le Président, elle vient du fait que l'on a hissé au même niveau de valeur les avis des sous-composants de la conférence du personnel et les avis obligatoires. Monsieur Wathelet a donc reçu 2 avis négatifs et 1 avis positif. Lorsque lui les évoque, 4 avis positifs et 2 avis négatifs. À vous de juger. Les membres de la commission administrative de la prison de Mons n'ont donc pas compris cette façon de procéder, parce que instruits de la loi du 31 mai 1888. Pour nous, Monsieur le Président, Marc Dutroux devait rester en prison. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les commissaires, de m'avoir écouté. Monsieur Suard, je voudrais quand même vous poser une question ou quelques questions supplémentaires. La première a trait au fait que vous avez vu devant cette commission personnellement Dutroux. Vous l'avez rencontré, je suppose. Oui, je l'ai rencontré. Pouvez-vous nous en parler oui. à ce sujet? Et surtout, je vous demanderai également de peut-être nous expliquer comment, dans votre commission, au moment de la conclusion qui a été prise, le vote était séparé entre 6 contre et 1 pour. Oui. Peut-être il y a une explication à cela que vous pouvez nous donner. Peut-être. Mais, Monsieur le Président, alors à ce moment-là, ça vise un membre de la commission administrative et sa fonction dans le rôle au niveau de la commission administrative, ça ne me plairait pas de l'expliquer en public, Monsieur le Président. Parce qu'il y a des mécanismes d'influence qui pourraient peut-être jouer. Mais là, je m'avance peut-être trop loin. Cette explication... Mais écoutez, vous serez prêt à donner une explication à ce point en audience à huis clos tantôt, à la fin? Ce n'est pas un problème, parce qu'à ce moment, oui. Peut-être quand même la présence de Marc Dutroux devant la commission. Le huis clos, tout ce que je dois le dire, mais je vais à ce moment-là préserver les noms. Il est fait que quand vous avez beaucoup plus de contact avec un individu comme Marc Dutroux, c'est un manipulateur. Nous, effectivement, nous n'avons pas été en contact autre que en le recevant à cette commission administrative le matin. Donc, à ce moment-là, il y a une autre barrière que la personne qui pourrait éventuellement l'accompagner, par exemple, lors de sorties, lors d'autres manifestations ou tout simplement des visites régulières en cellule. Ça, c'est tout à fait... je n'en dirai pas plus, Monsieur le Président, à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir que, bien sûr, Marc Dutroux est quelqu'un qui manipule son monde, ça c'est certain. Quand nous le voyons le matin, et le principe est le suivant, on rencontre le détenu le matin. Mais au préalable, on s'est instruit du dossier. On en a quelquefois discuté. Et on le questionne, bien sûr, pour mesurer. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de cette mesure, mais elle est basée sur la sélection négative. C'est-à-dire que dans le temps, tout détenu peut sortir. Inexorablement, le temps avance, sa peine avance, et à un moment T0, il est au tiers de sa peine. Il est à la moitié de sa peine pour le récidiviste. Par conséquent, si on n'a rien à lui reprocher, il sort. C'est le principe. Donc la sélection négative, c'est quand nous le questionnons, c'est de mesurer s'il a un domicile fixe, s'il peut gagner de l'argent, s'il va travailler, et bien sûr, les faits qu'il a commis. Et tout ceci se retranche de la façon négative pour dire, eh bien écoutez, cet individu, ce détenu, ne peut pas sortir. Voilà le principe, Monsieur le Président. Vous avez dit qu'il y avait 7 membres dans votre commission administrative. Combien de ces membres fonctionnent également dans un autre avis qui doit être rendu? Il n'y a que... À l'époque, c'était le substitut du procureur du roi. Effectivement, et dans toutes les commissions, le substitut est présent à cette commission administrative. Mais il faut savoir que le parquet émet également un avis. Le substitut appartient au parquet. Donc la seule connexion que je connaisse au niveau de l'avis, c'est celui-là. Je vous demanderai quand même de nous donner plus de
précisions, si possible, sur l'intervention de la conférence du personnel. Quel est en somme son rôle exact dans la procédure de libération conditionnelle? Parce que nous constatons à la lecture de la loi de 1888 qu'on parle de 2 avis qui sont prévus dans la loi, avis du procureur général, avis de la commission administrative de la prison, puis par après, ça vous l'avez déjà décrit de façon suffisante, il y a des avis qui se sont ajoutés. On voudrait exactement connaître le rôle dans cette procédure de libération conditionnelle de l'avis qui est émané par la conférence du personnel. Pratiquement, donc, quand le détenu arrive au temps de sa libération conditionnelle, le dossier est instruit donc par le directeur et la conférence du personnel. Bien sûr, cette conférence du personnel, comme vous l'avez dit, donne un avis. Mais l'avis, c'est celui, bien sûr, du chef surveillant, c'est celui des directeurs adjoints, c'est celui du ministre du culte ou du conseiller moral. Donc, ce sont des avis, et de l'UOT, bien sûr, à l'époque, hein, parce qu'il faut savoir quand même que, comme je le disais, l'UOT n'était pas l'outil formidable qu'il est actuellement. Il faut savoir que quand on voit les rapports de l'UOT de l'époque et les rapports de l'UOT à l'heure actuelle, eh bien, ce n'est plus la même chose. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a une loi en 94, une circulaire pour être plus précis, qui a redynamisé ces UOT. Et à l'heure actuelle, elles ont un personnel nettement plus étoffé. Donc par conséquent, quand vous voyez les avis actuellement, eh bien, ce sont des avis vraiment pertinents. Et justement, comme outil pour nous mesurer personne de la société, eh bien, c'est fort, fort important. Mais en 92, nous n'avions pas cet outil aussi performant. Donc ça, c'est toujours dans la conférence, bien sûr, du personnel, pour resituer le débat, Monsieur le Président. Mais cette conférence émet un seul avis. Qui faisait partie de l'UOT en 1992, et je veux dire par cela, quel type de personnes? Étaient-ce des psychologues, des psychiatres? Quelle était leur formation en 1992? Parce que là, je constate, vous le dites vous-même, il y a une évolution dans l'UOT 92 par rapport à maintenant, ce qui est explicable à mon avis, puisqu'il y a une expérience qui s'installe. Mais écoutez, quel type de personnes? Comme je vous l'avais dit, je n'ai pas vu un rapport de type UOT au moment dans le dossier du trou. Bon, il est évident que je vous ai dit que j'avais vu plutôt un dossier du type anthropométrique, donc le médecin anthropologue est sûrement intervenu. Et je vous ai dit aussi que par déontologie, je n'avais pas voulu reprendre le dossier pour ne pas être influencé, pour travailler uniquement qu'avec le souvenir. Parce qu'il est vrai que quand vous rencontrez un individu comme Marc Dutroux, on ne l'oublie pas. Oui, mais si je vous comprends bien, et peut-être là je fais une appréciation pas tout à fait exacte, le travail qui a été effectué en 1992 de l'UOT n'est pas le travail comme il était concipié, qu'on voulait donc avoir et qu'on a maintenant dans les dossiers qui arrivent de l'UOT. Je voudrais également vous demander, est-ce que vous avez des chiffres concernant la libération conditionnelle de détenus qui sont poursuivis pour des infractions dans le domaine sexuel? Est-ce que vous pouvez donner des éléments de renseignement à la Commission Je vous ai dit, le document que nous recevons, administrativement parlant, s'appelle un État 78. On en a reçu 72 donc, de propositions de libération conditionnelle. On en a traité 68. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, des personnes avaient été transférées dans d'autres prisons ou avaient été libérées. Et sur les 68, je ne peux pas, avec pertinence, aller rechercher ce que le détenu a fait. Parce que ce document, en réalité, qui nous revient, n'est qu'un arrêté ministériel de libération. Donc, nous savons simplement dresser ce que j'ai fait, tout simplement un tableau, avec nos avis favorables et l'arrêté ministériel, oui ou non, défavorable ou favorable. Mais je ne peux pas, avec pertinence, vous dire qu'il y a eu autant de vols de ceci, autant d'agressions sexuelles, non. C'est une manne où tout le monde est mis dedans. Je ne peux pas aller vous rechercher des chiffres précis.
C'est ça. Mais on répond donc par oui ou par non. Est-ce qu'on ne donne jamais des explications plus amples? Par là, je veux dire que la commission administrative doit-elle retransmettre au ministre de la Justice les propositions de libération? Ça veut dire qu'elle écrit plus que oui ou non et qu'elle donne également sur son avis personnel ou les éléments qui doivent certainement être... Il faut reconnaître, Monsieur le Président, que ce ne sont pas des modèles de littérature, ce que nous envoyons, bien sûr, parce que je ne sais pas réellement si nous devons, en réalité, motiver ou notifier nos décisions. Dans ce qu'on appelle, nous, le grand livre, bien, c'est-à-dire qu'on trouve les quotas de vote. Éventuellement, dans le cas de Marc Dutroux, on avait considéré, bien sûr, que le dossier était prématuré. Donc, par conséquent, on n'a pas développé. Mais il est toujours loisible au ministre de nous demander un complément d'information. Au niveau du schéma de l'administration centrale, c'est dans leur possibilité de demander des avis complémentaires, des données complémentaires, des enquêtes complémentaires. Donc, et nous nous tenons bien sûr à la disposition du ministre. Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question à M. Stuart? Oui, Mme Herzey. Et je voudrais vous poser des questions sur trois points, à savoir les avis que vous rendez, les conditions de libération conditionnelle et le suivi de ces conditions pour avoir un avis d'une personne de la maison, si je puis dire. Alors, c'est vrai que le ministre a dit, quand il est venu devant nous, a peut-être un peu regretté que vos avis n'étaient pas motivés ou alors de façon très lapidaire. Et pour revenir à ce que le président disait, est-ce qu'on ne pourrait quand même pas attirer l'attention du ministre en cas de refus de façon un peu plus explicite? À ce moment-là, peut-être que l'avis serait mieux pris en considération. On serait dit oui ou non tout simple, on dit bon, c'est un avis parmi d'autres. Pourquoi est-ce que vous ne motivez pas mieux vos avis, qu'ils soient favorables ou défavorables d'ailleurs? C'est un reproche. Non, c'est pas un reproche, c'est une question que je pose. Oui. Mais je dois vous dire également, Madame le commissaire, c'est que le ministre, quand lui, dans les 3 cas, disons de 92, n'a pas, disons, suivi l'avis favorable, il ne nous notifie pas non plus ses avis. Ça nous permettrait, à ce moment-là, de pouvoir avoir une meilleure connaissance de la façon dont il travaille. C'est tout à fait un bout de papier lapidaire avec un beau cachet au milieu, avec « libérez-le ». Un point, c'est tout. Et quand ça va à contre-pied de ce que nous avons fait, il serait peut-être souhaitable que pour lui également. Donc, comme l'exemple venant d'en haut, nous n'avons pas, disons, l'habitude de notifier nos avis. Mais depuis, disons maintenant, quelques années, je dis bien quelques années, un collège de présidents de commissions administratives qui réunit plusieurs présidents de commission, et on se réunit régulièrement dans des prisons différentes du royaume, aussi bien en région néerlandophone, et le représentant de la région néerlandophone des présidents est M. Herman. Pour la partie francophone, c'est M. le juge d'Andois, qui, eux, sont en connexion maintenant directe depuis 2 ans ou 3 ans avec le cabinet du ministre. Les réunions de travail le matin, bien justement, il y en a une qui s'est déroulée soit à Saint-Hubert ou à Jammu, je ne sais plus, mais à l'ordre du jour, il y avait également le problème des notifications. Ce qui veut dire que ça va un peu mieux. Et le projet suivant, c'est d'essayer de trouver un modèle, comme on fait, je suis enseignant, au niveau des conseils de classe, de trouver des structures pour pouvoir justement mieux adapter nos réponses et profiter des remarques qui ont été faites pour essayer de corriger le tir, madame. Alors, une seconde question, si vous le permettez. Vous avez dit qu'il y avait une manne de renseignements que vous ne saviez pas extraire pour l'un ou l'autre détenu proposé à la libération. Oui. Par contre, pour Dutroux, vous connaissiez parfaitement ce dossier. Est-ce que vous l'avez connu après, comme tout le monde maintenant, ou est-ce que vous avez basé votre avis sur la connaissance du dossier répressif de Dutroux en 85-89 ? Je vous ai dit que par déontologie, je n'avais plus eu accès à ce dossier, parce qu'à ce moment-là, j'aurais sûrement pu vous donner
un foisonnement de détails supplémentaires. Ici, tout ce que je vous dis, c'est par mémoire. J'ai simplement demandé au secrétaire d'aller rechercher dans les archives, puisque, vous savez, quand M. Wathelet vient à la commission et ne sait pas dire si nous sommes une bonne commission, oui ou non, je me suis dit, tiens, comment avons-nous travaillé en 92 ? Donc j'ai été rechercher les informations de 92, j'ai demandé au secrétaire de la commission, M. Bierler, de les collationner, et nous avons dressé un tout petit tableau tout simple, et de là, on a pu tirer les conclusions que je vous ai données. Mais je ne peux pas vous dire avec précision si un tel renseignement, c'est une agression sexuelle, si ceci ou ça, je ne saurais pas. Vous ne croyez pas qu'il faudrait parfaire votre système aussi, pouvoir intégrer tous ces renseignements dans la vie que vous rendez? Tout à fait. Alors, est-ce que, lorsque vous remettez un avis motivé, monsieur, est-ce qu'il vous arrive de proposer des conditions de libération conditionnelle? Est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça se fait? Nous ne le faisons pas toujours, mais nous le faisons. Mais... Est-ce que ça a été fait dans le cas précis de la libération de Dutroux? Non. Est-ce que je peux vous demander pourquoi ça n'a pas été fait, étant donné la gravité des faits que vous aviez à connaître? Cet effet coupant d'avoir dit que c'était prématuré de nous envoyer un tel dossier, mais c'était... Mais madame, il faut se rendre compte, je ne sais pas, mais je ne suis pas médecin, mais moi j'avais été voir ce qu'était la perversité. Excusez-moi l'expression, mais j'ai mes pieds qui font ça dans mes souliers, vous savez. Ensuite, quand vous regardez ce qu'est la perversité, bon, il est pervers, bien sûr, et psychopathe, mais le peu de cheveux qui me reste. Mais vous vous rendez compte, quand on met deux termes comme ça, l'un à côté de l'autre, quel mélange détonnant ça fait? Oui, oui. Alors vous concevez bien que c'est... Mais c'est facile. Mais c'est un cas facile du trou. Il ne sort pas. C'est pas possible, c'est prématuré de nous envoyer un tel dossier, madame. Bon, dans d'autres cas que du trou, il vous arrive de dire oui, mais avec telle ou telle condition à... Je dois vous dire qu'en général, nous suivons les conditions que monsieur le directeur Delfos ou d'autres directeurs adjoints de la prison nous consignent en fin de son rapport. Parce qu'en fait, si on voit les conditions mises pour Dutroux, ce sont des conditions tout à fait types. Pas de contact avec... Donc, on n'a pas mis des conditions spécifiques ou même très strictes vis-à-vis de Dutroux, vous êtes de mon avis. Elles sont stéréotypées. Elles sont stéréotypées. Donc, ce n'est quand même pas quelque chose de normal non plus, étant donné la gravité des faits qu'il avait commis. Merci beaucoup. Alors, troisième question, Président, puis j'en ai terminé. Est-ce que, monsieur, vous avez un suivi des décisions, des avis que vous avez rendus? Est-ce qu'après, quand ils sont libérés, est-ce que vous suivez encore? Est-ce que vous êtes tenu au courant des rapports d'assistants sociaux, etc.? Est-ce qu'il y a un contrôle qu'il effectue, ou bien est-ce que vous perdez ça tout à fait de vue? En toute honnêteté, nous perdons ça tout à fait de vue. Il y a des cas ponctuels, parce qu'on s'est plus investi avec un détenu, mais c'est plutôt un rapport... excusez-moi l'expression, entre guillemets, de sympathie, parce qu'on se dit, il y a peut-être moyen encore de faire quelque chose avec ce gars-là. On va essayer de lui donner un coup de main, mais on le fait alors à ce moment-là à titre personnel. Faut-il savoir, madame, que nous sommes des bénévoles. Nous sommes, pour le moment, dans le cadre de la commission administrative de Mons, tous disons, des individus qui sont encore actifs. Donc nous faisons ça en sus. Par conséquent, les suivis, bien, il devrait y avoir des structures pour pouvoir effectivement assumer ce genre de travail. Mais vous ne recevez pas de rapport des structures de contrôle? Aucun, madame. Et si vous les demandez, est-ce que vous les recevriez? Je ne peux pas vous répondre, je ne les ai jamais demandés, madame. Enfin, on pourrait peut-être envisager ça aussi. Tout à fait. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, madame. Collègue de Crolly et collègue Morio de cette classe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez nous dire combien de temps vous demande la préparation d'un dossier comme celui de Marc Dutroux? Est-ce que vous vous souvenez combien de temps, à l'époque, ça vous avait pris? C'est une question... Bon, écoutez, quand le cas est difficile, ça prend plus longtemps. Mais pour le cas Dutroux, là, c'est une question qui est ponctuelle dans le système, parce que c'est un cas tellement facile à traiter. Il est tellement dangereux. Nous avons une technique d'approche, si vous voulez, de la personnalité, et on pose un type de question. Marc Dutroux n'a pas adopté, excusez-moi l'expression, mais un profil bas quand nous avons reçu Marc Dutroux. Il n'a été que revendicatif. Donc,
Tout de suite, on a eu l'herbe coupée sur les pieds, si vous voulez. On n'a pas pu continuer un dialogue. En plus, les faits. Vous savez, 5 agressions sur des adolescentes, même topo, c'est-à-dire enlèvement, garage, on photographie, et puis on perd la personne dans la nature. Ce qu'il a appris en prison, simplement le fait qu'il devait devenir un prédateur. C'est-à-dire que... il n'est plus un psychopathe pervers, il est devenu un psychopathe pervers prédateur. Voilà. Est-ce que la commission administrative que vous présidez a d'autres fonctions par rapport à la prison de Mons que celle d'évaluer la problématique des libérations conditionnelles éventuelles? Oui, les mesures de grâce, bien sûr, c'est le même schéma, mais au lieu d'être traité par un arrêté ministériel, c'est traité par un arrêté royal. Et puis nous avons un rôle de contrôle. J'ai entendu parler d'une institution qui porte le nom de commissaire du mois et qui constituerait une sorte de tour de rôle. Est-ce que cela est en fonction à la prison de Mons? Comment est-ce que cela se déroule concrètement? Et peut-être si vous pouvez me donner quelques éclaircissements concrets, comment cela est-il organisé concrètement et combien de temps cela prend-il aux membres de la commission administrative lorsqu'ils ont ce genre de travail à faire? Eh bien, je peux vous répondre pour mon cas, puisque je viens de descendre de ce rôle depuis, disons, une semaine. Pour les vacances ici, donc, de Noël, étant enseignant, j'ai beaucoup plus de liberté. À ce moment-là, le commissaire du mois est désigné lors de la séance de la commission administrative. Il y a un planning établi. Actuellement, en 92, je ne pense pas que c'était le cas, mais actuellement, on signale au directeur qui est le commissaire du mois. Le commissaire du mois vient, quand il le veut, à la prison, se rend au centre où il y a une boîte aux lettres, et dans cette boîte aux lettres, il y a toute une série de demandes que les détenus font. Il relève cette boîte aux lettres et à ce moment-là demande à voir les personnes qui, disons, ont demandé la présence du commissaire du mois. Discute, on traite les problèmes, on revoit le directeur. On peut également aller visiter les détenus qui sont en punition, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le cachot. Quand un détenu donc se trouve au cachot, le commissaire du mois peut se rendre, visiter le cachot. Il peut dénoncer. Nous sommes en prise directe avec le ministre. Hein. Donc, on ne passe pas par son administration ni rien du tout. D'ailleurs, à un certain moment, ça posait un problème. C'est pour ça que nous avons une nouvelle structure avec entre guillemets, un super président qui, lui, est en connexion maintenant directe avec le cabinet. Mais on dénonce éventuellement tout problème. S'il y avait du tabassage, eh bien, c'est la même chose. Si un problème sanitaire, c'est la même chose. On calque aussi nos interventions sur le schéma d'un chef sécurité-hygiène, comme dans un établissement. Et là, bien sûr, vous savez que pour Mons, c'est pour ça que justement, il y a tous ces gros problèmes, parce qu'ils sont dénoncés à l'heure actuelle. Et à l'époque de sa détention, avant que le 5 mars 1992, ce dossier ne vous parvienne, vous n'aviez jamais eu, dans le cadre de ces autres fonctions, d'informations particulières, voire de contact avec le détenu Marc Dutroux? Un membre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la commission. C'est ça. Moi, personnellement, non. Je dois vous signaler, Monsieur le Président, que quand j'ai reçu Marc Dutroux, à l'époque, j'étais vice-président de cette commission. Collègue Morio. Merci, Monsieur le Président. Une première question, Monsieur le Président. Est-ce que pour les permissions de sortie, c'est la commission administrative qui s'en occupe également? Non, nous ne traitons pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour obtenir une conditionnelle, il faut avoir réussi l'examen, si vous voulez, de plusieurs sorties. Ce sont... vous savez, d'une prison à l'autre, je ne sais pas qui traite le problème, je dois vous l'avouer. Mais nous, ce que nous regardons, bien sûr, dans le dossier, c'est qu'on doit trouver le compte-rendu de l'assistance sociale ou de la personne qui a accompagné le détenu. On lit son compte-rendu et on regarde si cette sortie s'est passée correctement. Et c'est obligatoire d'y en avoir. Est-ce qu'il y avait eu un problème avec l'une des sorties de Aucun. Dutroux, hein?
Si, il y en avait une où il était Pour arrivé ma part. en retard, et puis Ah il y a oui, oui. Oui. un certificat médical. C'est tellement, excusez-moi, monsieur le commissaire, mais c'est tellement peu important par rapport à ce que je peux voir comme problème. Le retard est vraiment... Non, mais je voulais vous demander si Oui. c'était quelque chose qui était Oui. important, et donc vous Non, avez répondu. parce que quelquefois il faut les transporter parce que ils sont dans un état qui, bon, ils sont ressortis, vous pouvez vous imaginer quels sont les autres problèmes. Non. Ok. Donc ici c'est en nous. Alors la deuxième question, est-ce que ça arrive souvent qu'un ministre, donc vous avez dit qu'il y avait à peu près 70, d'après ce que j'ai compris, 70 dossiers qui arrivaient plus ou moins par an pour la prison de C'est Mons. en 92 la Est-ce moyenne. que vous oui. avez un pourcentage où le ministre va contre l'avis de la commission administrative, comme ça s'est passé dans ce cas-ci? Par exemple, à Mons, combien de cas comme celui-là avez-vous eu? Actuellement? Oui, ou à l'époque? À l'époque, ça c'est difficile, parce que ça fluctue énormément. Avec précision, je ne saurais pas vous répondre Mais à la question. c'est courant ou c'est vraiment très très marginal? Le nombre de ce type, Oui. personnellement, j'en connais plusieurs. Mais si je détermine un nombre, ils vont automatiquement... Vous savez, il y a le milieu, au niveau carcéral, il y a le milieu des pointeurs. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette expression. Et ils sont mis en quarantaine par les autres détenus. Tiens, ben ça me fait rappeler que Marc Dutroux m'avait dit à ce moment-là, tiens, vous voyez, c'est un déclic. Marc Dutroux m'a dit, on m'a mis à Mons parce qu'on sait qu'à Mons, le milieu des pointeurs, il est particulièrement rossé. On m'a mis à Mons pour doubler ma peine, parce que c'est tellement dur d'être ici. Voilà une de ces remarques. Non, mais ce que je voudrais savoir, c'est si c'est courant que malgré les avis négatifs que vous remettez, l'administration aille à l'encontre, ou bien si c'est vraiment 10% ou 5% Écoutez, si de vous le cas. permettez, je vais me référer alors à ce que j'ai ici en 92. Nous avons alors ici 3 cas que j'ai flashés en vert, où nous avions 3 avis. Voilà, bon, sur les 72, on peut dire que 3 avis favorables de la commission administrative ont été refusés par le ministre. Voilà. Donc en 92, 3 favorables refusés et Oui. 1 négatif accepté, celui de Dutroux. Non. Ah, il y en a d'autres. Non, il y en a encore. Il y a énormément de défavorables qui sont favorables. Oui. Et ça fait combien à peu près? Parce que c'est ça le problème. Oui, ça, je me à peu suis... près. Enfin bon, si on pouvait peut-être voir... Le problème serait de voir si c'est une pratique usuelle ou si elle est exceptionnelle. C'est ça un peu le problème. C'est le sens de ma question. Oui, Peut-être si on pouvait avoir votre document... sans problème. Monsieur le Président, si on pouvait avoir le document... Ce sera nettement plus facile et je ne veux pas vous faire on mettra moins de rêves. faire Sinon, l'addition on va prendre maintenant. quelques minutes pour... Alors, dernière question qui me paraît intéressante dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que Dutroux, par la prison, était passé du stade psychopathe pervers au stade psychopathe pervers prédateur. Est-ce que ça veut dire qu'en prison, il a compris qu'auparavant, il violait et relâchait ses victimes et que désormais, il voulait continuer à violer, à voler, mais qu'il valait mieux ne pas les relâcher? Est-ce que c'est un peu ça le sens? C'est ce que j'ai voulu dire, monsieur. Donc ça veut dire que le fameux raisonnement policier qui se base sur les antécédents devrait tenir compte également de l'évolution qu'on peut avoir. Parce qu'on nous fait souvent le reproche, voyez-vous, de ne pas avoir le raisonnement policier. C'est dans ce but-là que j'ai tenu l'association de ces 3 termes. Je vous remercie beaucoup. Collègue de cette classe. Oui, donc vous l'avez dit vous-même, vous n'étiez pas président à l'époque, vous l'êtes aujourd'hui, vous étiez vice-président. Oui. Ce que j'aurais voulu savoir, donc vous avez dit qu'il y avait un représentant du parquet, Oui. du bourgmestre, Oui. du bourgmestre de la localité De Mons. de Mons. Oui. La prison est donc... De la prison. Oui. Donc Donc le bourgmestre, qui a en réalité la prison... Il faut savoir que le bourgmestre a sur son territoire. Sur son territoire, parce que, vous vous souvenez, le bourgmestre a déclaré la prison de Mons Vétus. C'est ça, oui, d'accord. Donc, et ensuite, des membres bénévoles. Est-ce que vous pouvez me dire
combien de membres en dehors donc du parquet et du bourgmestre, combien de membres bénévoles y a-t-il? Eh bien, nous sommes, vous savez, on chiffre la prison de Mons, donc la commission administrative est déterminée pour Mons pour 8 membres, exactement. 8 en tout. Et comment sont-ils choisis? Par qui? Eh bien, le président de la commission administrative propose au ministre, généralement 2 noms, un homme ou une femme. C'est une circulaire qui établit oui, mais tout c'est pour ceci. un peu... Voilà. Mais le grand critère pour moi le grand critère pour moi pour pouvoir venir dans cette commission, Madame la commissaire, c'est d'avoir les pieds bien sur terre, bien ancrés sur terre. Parce qu'il n'y a rien de plus déstabilisant que le milieu carcéral. Donc une des premières conditions pour moi, c'est d'avoir les pieds sur terre. Et ensuite, les fonctions, les rapports humains, et on essaye bien sûr que cette commission soit bien structurée, c'est-à-dire qu'on trouve des commerçants, on trouve des professions libérales, on trouve des enseignants, on trouve du paramédical, du médical, des ecclésiastiques, on trouve des magistrats. Donc, voilà comment est composé... Des anciens magistrats, je suppose. D'anciens magistrats, non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est ça. Et ce sont des gens qui siègent, comme c'est des gens bénévoles, combien de fois par mois quel est le rythme des réunions? Une fois par mois. Et le commissaire du mois se rend minimum 1 fois par semaine à la prison. C'est ça. Et fait rapport, bien sûr, à la commission administrative de tous les problèmes qu'il a pu rencontrer lors de son mandat de commissaire du mois. C'est ça. Et combien de temps, le mandat est de combien de temps? Eh bien, on reste commissaire du mois 1 mois. Non, je veux dire membre de la commission, excusez-moi. 6 ans. 6 ans, renouvelable ou pas? 6 ans, renouvelable, en général. Et en général, le temps, c'est combien? Enfin, on siège combien d'années dans ce genre de commission? Est-ce qu'on veille à renouveler? Tout dépend du président. Mais à l'heure actuelle, on a établi la limite d'âge à 70 ans. La limite d'âge à 70 ans, mais on peut siéger quoi, pendant 18 ans, 3 fois, 6 ans, 4 fois 6 ans? Je suis à ma 11e année, madame. Vous êtes j'ai 51 ans, vous pouvez voir, je peux encore continuer éventuellement. Oh oui. Sauf peut-être après le passage que je viens de faire ici. J'aurais voulu savoir aussi, pour bien comprendre, vous avez les avis dont vous disposez pour vous faire votre propre jugement sont les avis écrits. Vous n'entendez pas, vous n'avez pas entendu le médecin de l'UOT, vous n'avez pas entendu les assistantes sociales, c'est sur rapport écrit que vous fonctionnez. Tout à fait. C'est ça. Et alors ma dernière question, et Madame Merzel l'a déjà posée, mais c'est vrai qu'il y a un petit problème dans la mesure où la décision de la commission telle qu'elle est reproduite, en tout cas dans le dossier qui arrive au cabinet, est extrêmement lapidaire. On ne peut pas, je veux dire, c'est vraiment très court. Et donc, est-ce que dans ce cas-ci, étant donné que pour vous c'était si simple, il n'eût pas été meilleur, puisque vous aviez, enfin, ou la commission, par 6 voix contre 1, était assez nette, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de donner les raisons pour lesquelles vous étiez opposé à cette libération? Parce que, je veux dire, sans motivation... C'est la même question que madame. Écoutez, ça paraissait tellement évident. Et puis encore, ce mécanisme est tel que le ministre peut toujours nous demander un complément d'information. Si, vous savez, la nette impression que nous avons eue et que nous avons actuellement, c'est que les avis des commissions administratives, eh bien, écoutez, je ne sais pas si on les suit ou si on fait attention aux commissions administratives. Comme je le disais, ministre Wathelet, quand il est venu ici, bon, c'est quand même rien de venir ici, hein, et il faut quand même se préparer un tout petit peu. Et je pense quand même que de savoir un peu comment la commission administrative de Mons fonctionne, si c'est la bande de vieux notables croulants que l'on montre toujours du doigt. Je ne suis pas croulant. Et je dois vous dire que ça me fait toujours mal d'entendre ces expressions, parce qu'il y a des gens... Je suis le plus vieux à la commission administrative et j'ai 51 ans.
Bon, alors, vous savez, dire ça, c'est pour éventuellement... Peut-être que certaines commissions administratives le sont, mais le travail du ministre, c'est de les déceler et de les redynamiser en désignant à la tête de cette commission un président qui veut bien mouiller sa chemise, madame. Merci. Collègue Eerdekens. Quelques questions, Monsieur Stuart. J'en reviens à la motivation des avis, qu'ils soient positifs, négatifs ou réservés. Il y a tout de même maintenant une obligation formelle de motiver les actes de l'administration. Appliquez-vous cette législation de motivation? Disons que, actuellement, effectivement... Pas en 92, c'est vrai. En 90, oui. Parce que, vous savez, il y a tellement de différences. Il y a tellement eu de progrès. Vous savez, la première fois, quand je suis rentré à la commission administrative, une trentaine d'années, quand j'ai vu, je me dis, mais qu'est-ce que je viens faire ici, moi? Ce n'est pas... Et puis, la présidente de l'époque m'a dit, bien, moi, je vais essayer de faire quelque chose, on va essayer de redynamiser les choses, et on va faire quelque chose pour les détenus, et aussi la société, parce que nous sommes l'œil de la société dans les prisons. Et on a essayé de commencer à dépoussiérer, à retravailler. Donc, en 92, on travaille déjà pas trop mal. À l'heure actuelle, c'est beaucoup mieux. Et le contact que nous avons avec les autres commissions administratives, améliore effectivement le fonctionnement de la commission administrative de Mons. Mais je veux dire, une motivation dans un cas comme Dutroux, elle ne doit pas être très longue. C'est un psychopathe pervers qui n'a aucun remords, qui est dangereux pour la société, et la demande est prématurée. Une motivation, c'est aussi court que cela. Oui, mais j'aimerais tout simplement à ce moment-là calquer la motivation le dossier ou le rapport du directeur, M. Eerdekens. Moi, s'il y avait un cas patent, un cas vraiment intéressant à ce moment-là, mais jouer à la doublette, excusez-moi l'expression, mais nous ne le faisons pas, non. Alors, pour en revenir à cette demande et à cette comparution de Dutroux le 5 mars 1992, Dutroux a introduit sa demande personnellement ou par avocat, et avait-il un avocat devant la commission? Je ne saurais pas vous répondre. Vous n'avez plus le souvenir si Absolument pas. Alors, comment expliquer que le ministre nous ait dit finalement, il y avait 6 avis, il y avait 4 positifs en faveur de la libération et 2 négatifs, la commission administrative et le procureur général, et 4 positifs, alors que vous exprimez clairement que c'est 2-1. Donc le ministre s'est trompé, selon vous? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai tout simplement dit que c'est une méthode qui permet éventuellement d'expliquer certaines façons de voter. En édulcorant, si vous voulez, en saupoudrant les avis en amont, eh bien à ce moment-là, je pourrais trouver des scores autres que 6, 10, 12, en prenant systématiquement les composantes si on voit encore le schéma que j'avais fait précédemment. Donc si je vous comprends bien, le ministre, s'il avait voulu être complet dans son raisonnement, il devait compter 6 voix contre 1 au sein de la commission administrative. C'est une façon de procéder, mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres. Pour nous, quand un nouveau membre entre à la commission administrative, nous l'instruisons dans la loi du 31 mai 1888. L'article 5 est particulièrement clair à ce sujet. On lui dit, moi je lui dis, il y a 3 avis. Bon, il y a celui de la conférence du personnel, il y a celui du parquet et il y a celui de la commission administrative. Alors, il comprend mal quand il entend parler de 6. Pourquoi? Parce qu'on hisse, si vous voulez, au même niveau de valeur des avis dits obligatoires par rapport à des avis complémentaires. Mais les avis complémentaires n'ont pas la même valeur aux yeux de la loi, peut-être aux yeux du ministre, je ne sais pas, mais aux yeux de la loi, n'ont pas la même valeur. Oui. Je veux bien, mais vous êtes formel, c'est 2-1. C'est négatif par 2 voix contre. Je vous l'ai dit à la fin de mon exposé, j'ai dit qu'en fonction de la loi, Marc Dutroux devait rester en prison. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Donc vous avez un ministre de la Justice pendant 8 ans, qui est juge maintenant à la Cour de Luxembourg et qui commet, selon vous, des erreurs aussi grossières? De méconnaissance de la loi? Ce n'est pas une erreur grossière, parce que c'est lui qui prend le risque politique, qui engage. Donc si même les 3 avis étaient négatifs et qu'il décide de libérer, mais il le fait, M. Eerdekens. Mais ma question n'était pas là-dessus. Ah bon? Vous êtes formel pour dire que la loi, c'est 2-1. Donc le ministre est censé connaître la loi. Dans le cas de Dutroux. De Dutroux. Oui. Donc il y a une méconnaissance de la loi, selon vous, dans le chef du ministre au travers de ce qu'il nous a dit?
Non. Ce n'est pas une méconnaissance d'une loi, c'est une attitude face à une situation. C'est-à-dire que... Non, écoutez, je ne suis pas du métier, je ne suis pas avocat, et cette loi, Et vous avez quand même demandé à venir devant la commission, c'est que vous n'étiez pas content. Ah, je vous l'ai dit, hein, pas content du qu'on tout. puisse dire. Pas content. Et au niveau des... J'étais pas content de ce que le ministre avait fait fi de notre avis, mais j'étais surpris. C'est pas la même chose. J'étais surpris de la façon dont il avait calculé. Mon exposé s'articulait sur 2 éléments. Pas content et surpris. En fait, vous nous avez dit, il y avait en 92, année de la libération du trou, 53% d'avis favorables. Oui. Bon, plus ou moins 46%, avez-vous dit, n'étaient pas favorables. Et vous avez ajouté que dans 3 dossiers où vous aviez émis un avis favorable, le ministre avait dit non. Oui. Monsieur Moriot a évoqué cette question. Alors, ce que je souhaiterais savoir, dans ces 3 cas, si vous vous souvenez, où vous aviez émis un avis favorable, il s'agissait de criminels plus dangereux que du trou ou moins dangereux? Je ne saurais pas vous répondre. Il faudrait à ce moment-là, pour pouvoir, on sait le faire, à ce moment-là, il faudrait... Parce que je vous ai dit que nous ne recevions que l'arrêté ministériel, donc les faits, etc. Et ici, il s'agit de 92. Si ça avait été des cas beaucoup plus proches, à ce moment-là, j'aurais pu peut-être vous répondre. Mais alors, ici... Vous apprenez que le ministre ne suit pas votre avis, ce qui est son droit. Le ministre a le droit de suivre ou de ne pas suivre. C'est lui qui prend la responsabilité, d'ailleurs, de type politique, d'ailleurs, en vertu de la loi actuelle, de libérer. Quand vous avez appris ça, quelle a été votre réaction personnelle? Ma réaction personnelle? Écoutez, il est vrai qu'il y a tellement une multitude d'avis défavorables où le ministre accepte de libérer, que c'est vrai que ça devient presque pour nous une habitude dans certains moments. C'est pour ça que je vous dis, on se demande éventuellement, quelquefois, si on a une raison d'être au niveau de nos avis. Parce qu'on n'est pas très encouragé, mais nous continuons systématiquement à le faire. Je vous ai expliqué pourquoi. C'est d'ailleurs le problème, c'est qu'il y a quelquefois un découragement qui s'installe dans certaines commissions administratives. Surtout qu'il n'y a rien de notifié venant du ministre. Rien, aucune explication. C'est ça. Et vous n'avez jamais sollicité votre commission de pouvoir écrire au ministre de... La mienne, non. Mais le président de la commission administrative de l'Antin, M. Kinard, l'a déjà fait. Collègue Alander. À la suite. Bien, la suite, c'est qu'il... Écoutez, c'est de mémoire... Ah, je me permets... Oui, absolument. Mais de mémoire, je pense que la dette est restée pendue quelque part. Collègue Alander. Dank u, meneer de voorzitter. Merci, Monsieur le Président. Er is een stuk overlapping in mijn vraag, maar En fait, c'est une double question. Il y aura un petit chevauchement entre mes deux questions, mais c'est pour mieux comprendre la problématique à la lumière de la libération conditionnelle de M. Dutroux, donc en 1992, 1992. Je pense qu'il faudrait avoir des éclaircissements sur deux questions. En fait, on les a déjà abordées quelque peu, mais j'aimerais quand même avoir une réponse plus explicite. Et je pense que ce sont deux éléments qui sont importants. D'une part, il y a la pratique, donc je ne parle pas de la loi, mais de la pratique qui consiste à suivre ou non les avis de la commission administrative. Donc la question de savoir dans quelle mesure la commission administrative est prise au sérieux. Deuxième question, auquel je souhaiterais recevoir une réponse très claire. Est-ce qu'à votre avis, il s'agit ici d'un cas spécial, spécifique, ou est-ce qu'il cadre dans la pratique générale? Donc, est-ce que, au fil des années, vous avez dit que vous faites ce travail depuis 12 ans et que peut-être après cette commission, vous n'aurez plus à y revenir à cette commission, mais je voudrais dire que
la Commission a peut-être l'intention de modifier quelque peu les règles du jeu et je peux dire que nous n'avons certainement pas l'intention de demander la suppression de la commission administrative. Donc d'où ma question, est-ce qu'au cours des 11 ou 12 ans que vous travaillez là, est-ce que vous avez eu le sentiment de faire du travail utile et d'être suivi? Et deuxièmement, pour pouvoir résoudre notre problème à nous, dans quelle mesure le cas du trou a-t-il été un cas frappant pour vous? Avez-vous été choqué par le fait que l'on libère cette personne ou est-ce que cela ne vous a pas frappé parmi l'ensemble des différents dossiers où votre avis a été rejeté? Voilà mes deux questions. Je vais répondre. Effectivement, quand vous avez parlé de... Je vais articuler ça sur suppression et sur le fait que est-ce que nous sommes utiles. L'articulation, donc, utile, le fait de travailler et de passer son temps, de donner son temps pour faire quelque chose, si ce n'était pas utile, je pense qu'avec le travail que j'ai à faire, je n'aurais pas, disons, passé autant de temps à la commission administrative. Donc, je pense que c'est utile. C'est utile pour diverses raisons, dans le cas des avis bien sûr, mais dans le contrôle que nous pouvons éventuellement effectuer à l'intérieur de la prison. Parce qu'effectivement, si cette loi est supprimée, donc cette loi du 31 mai 1888 est supprimée, c'est vrai que la substance de la commission administrative s'y trouve. Mais il reste quand même encore un arrêté royal. Je sais que l'arrêté royal n'est pas nécessairement... n'a pas la même valeur qu'une loi, mais il reste quand même l'arrêté royal sur, je pense, tous les contrôles que nous pouvons encore effectuer au niveau de la prison. Supprimer la commission administrative, c'est supprimer l'œil de la société civile dans la prison. C'est mettre le détenu dans les mains de l'administration. Le fait d'avoir des personnes qui sont indépendantes du système est quand même pour moi au niveau de ma façon de penser quelque chose d'important. On ne peut pas se couper, de l'œil de la société. En démocratie, si cette société que nous représentons ne peut voir comment fonctionne la prison, eh bien, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur. Et donc, deuxième question, pourvu que vous dites notre institution est utile, deuxième question est-elle le cas du trou un cas vraiment spécial? Effectivement, du trou, des psychopathes, j'ai déjà vu des dossiers où on déterminait des niveaux de psychopathie. C'est d'ailleurs maintenant, en 95, 96, il y a le Testing Appreciation Test qui est donc, disons, un test qui permet de faire toute une série de mesures. Le test de Haar également, qui sont également des outils de mesure. Et on a ça maintenant. À l'époque, on n'avait pas ça. Donc, quand vous me demandez si j'ai eu affaire à un psychopathe, je peux peut-être vous dire, mais à quel degré? Ici, à l'heure actuelle, l'UOT nous fixe une échelle, nous donne des précisions particulièrement importantes. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un outil formidable qui nous permettait à ce moment-là de pouvoir mieux mesurer. Mais est-ce qu'avant l'été 96, vous vous rappelez le cas du trou? Me rappeler? Écoutez, quand j'ai vu le 18 août Marc Dutroux à la télévision, je l'ai reconnu tout de suite. Et ça a été pour moi le détonateur. Je me dis, ah ben oui, effectivement, je l'ai déjà rencontré. Et alors, bien sûr, le deuxième élément qui m'a fait penser tout de suite à ce qu'il avait fait, c'est son processus, la façon dont il opérait. Il opérait déjà comme ça en 92. Ce n'est pas rien hein, de se balader comme ça avec une camionnette et puis à l'intérieur d'enlever des gamines, les amener dans un endroit, les filmer, les violer. Ce n'est pas rien. Et surtout, 4 fois. Ensuite, l'agression de cette vieille dame
pour avoir son argent, agression sexuelle, pour avoir son argent. On n'oublie pas ça, monsieur le commissaire. Collègue Herzet. Merci, monsieur le président. Je voudrais, moi, monsieur, une confirmation technique et je voudrais bien savoir comment on raisonne sur les termes de libération conditionnelle. Il y avait une circulaire de 93, je crois, de monsieur Goll à l'époque, ministre de la Justice, disant qu'il fallait que le détenu ne présente aucun inconvénient pour être libéré s'il avait fait des actes de violence. Est-ce qu'elle est toujours d'application maintenant ou pas? Je ne vois pas une autre circulaire qui pourrait... Non, pour ma part, c'est une question très technique. C'est parce que je n'ai pas la réponse que je me permets de vous la poser. Je pourrais, mais alors là, la même chose, pourrait se référencier à ce... Vous savez, à ce moment-là, moi, quand je ne sais pas, voilà, ce que je vais chercher, c'est le code pénitentiaire. Et à ce moment-là, parce que ces questions sont également des questions que les détenus nous posent. Et à ce moment-là, bon, bien, en tête bien faite, on essaye. Dans ce domaine-là, ma tête n'est pas bien pleine. Est-ce que vous pourriez peut-être vérifier et donner le renseignement au président? Ça va, je vais le faire. Je vous remercie. Cher collègue, collega De Waal. Il y a quand même une certaine opposition entre les considérants que l'on lit dans l'avis de M. Leblanc et l'avis qu'il a émis finalement. C'est une question dont nous avons parlé également lorsque nous avons eu une audition du ministre. C'est un avis qui émet plusieurs réserves et qui utilise d'ailleurs des termes assez forts, intolérance à la frustration, et des mots de ce genre. Et puis, il émet un avis positif. Comment interprétez-vous cela? Est-ce que c'est exceptionnel, le fait que le directeur de la prison, lorsqu'on lit cet avis motivé, utilise des mots aussi forts qui nous conduiraient à penser que son avis serait négatif et finalement, l'avis est positif et ça va carrément à l'encontre des considérants émis auparavant. Est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que ce n'est pas une manière de vous faire comprendre en fait qu'il y avait quand même une certaine réserve dans son chef, qu'il avait quand même déjà émis des réserves et qu'il a donc la conscience tranquille, même si l'avis est finalement positif? Monsieur Stuart. Je connais bien Monsieur Leblanc, je pense que c'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités quand il doit les prendre, mais il est vrai que dans la pratique, on rencontre effectivement cette espèce de différence entre l'avis de la conférence du personnel et ce que pense le directeur, et que conjointement, si vous voulez, quand nous recevons ce fameux état 78, ce document, l'avis du directeur est obligatoirement séparé. Mais il faut savoir que si l'avis de la conférence du personnel n'est pas positif, le dossier ne nous est pas envoyé. Donc, ça c'est un élément fort important. Pour que le dossier quitte la conférence du personnel, il faut qu'il soit positif. Sinon, le détenu va en fond de peine. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, on pourrait dire que l'avis est refondu, mais non. Connaissant M. Leblanc, si les avis, s'il n'était pas d'accord de le libérer, eh bien, je connais des cas où il ne libérera pas. C'est un homme qui sait prendre ses responsabilités. Je suis ravi de vous l'entendre dire, mais j'ai quand même quelques difficultés à comprendre que M. Leblanc, qui est directeur de prison, ou un autre directeur de prison pourrait faire la même chose d'ailleurs, montre une telle opposition. Il motive son document d'une curieuse façon, puisque son avis est positif, alors qu'il a toute une série de réticences qu'il émet d'ailleurs. Alors dans la pratique, on pourrait dire que là, il souffle le chaud et le froid en même temps. Pourquoi souffle-t-il le chaud et le froid en même temps? Parce qu'il veut émettre des réserves. Et en fait, l'avis est quand même positif. Oui, de plus que je constate que normalement le dossier ne pouvait pas être traité, sauf s'il y a un avis positif de la part de la conférence des... En pratique, Monsieur le Président, c'est ça. En pratique, si l'avis... mais c'est l'avis de la conférence du personnel. Et connexe,
il y a l'avis du directeur de la prison. Et effectivement, il se peut qu'il rejoigne par la suite l'avis de la conférence du personnel. Ce n'est pas une réponse exacte à la question du collègue Deval, parce que lui, il veut savoir que si dans la pratique, à un certain moment, soit le président de la commission, soit les commissaires à ce moment-là, disent qu'il y a quand même une différence entre la motivation qui est négative en ce cas et la décision qui est positive. Est-ce que vous avez le droit de faire une remarque à ce moment-là au directeur, soit à l'avis de la conférence du personnel? Je n'ai absolument, dans mes prérogatives, aucune remarque à faire au directeur. D'ailleurs, justement, une de nos grandes demandes pour le moment à la direction de Mons, c'est que le directeur qui a traité le dossier assiste à la commission administrative. C'est une demande qui a été faite à M. Delfosse, le directeur, et nous avons déjà eu la visite de M. Delfosse. Ça nous permet de mieux voir. Effectivement, c'est pour briser le support écrit que nous avons demandé cette prise de considération vis-à-vis de la commission administrative pour pouvoir mieux expliquer le dossier. Ça a été demandé, effectivement. Monsieur Stuart, oui, collègue Eerdekens. Monsieur Stuart, si je comprends bien, en fonction de la surpopulation carcérale, l'avis de la conférence du personnel, il est souvent positif pour des raisons qui ne tiennent pas à la protection de la société, mais je dirais à la protection du personnel en milieu carcéral, non? Oui, oui. Alors à ce moment-là, je me doutais bien qu'une question comme celle-là serait posée et j'ai ici la libération conditionnelle au croisement des disciplines. C'était la 100e année de cette fameuse loi. Et au niveau de la philosophie de la libération conditionnelle, ça a été dit, attendez, si vous le permettez, je ne sais pas qui, par M. Debeuil, c'était le professeur ordinaire à l'école de criminologie de l'Université catholique de Louvain. Et il disait ceci: toute libération conditionnelle suppose un risque, comme pratiquement tous les événements de la vie sociale. Le problème consiste à savoir le niveau de risque que l'on accepte de courir, comme d'ailleurs le niveau d'effort que l'on accepte de faire et les définitions de la délinquance que l'on accepte de donner. Ce sont là des décisions essentiellement politiques. Mes chers collègues, oui. Oui, une dernière petite question, Monsieur le Président. Non. Le ministre n'a pas suivi, et c'est son droit légalement de ne pas suivre votre avis, mais il a imposé des conditions à la libération conditionnelle. Dès que des conditions sont fixées, la commission administrative n'est jamais interpellée quant au suivi. Non, jamais. Le mot jamais, jamais, jamais. Monsieur Stuart, je dois vous demander si vous avez à remettre des documents à la commission. Bien sûr. Quelques instants, vous avez... Excusez-moi, elles ne sont pas très présentables, Monsieur le Président, oui, parce que c'est un document de travail. On prendra une photocopie de cela. Alors, je vous signale qu'un procès-verbal sera établi et que vous serez invité dans la quinzaine à venir signer votre déclaration ici au Parlement. Je vous remercie pour votre coopération.